Frères et sœurs panafricains et panafricaines, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Lewis Hamilton, le meilleur pilote de l'histoire de la F1, appelle tous les Africains à reprendre le contrôle de l'Afrique, de faire tout notre possible, de dégager l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme hors du continent africain. Mes frères et sœurs, quand une superstar comme Lewis Hamilton parle de l'Afrique, ce n'est pas un commentaire les gars, mais plutôt un signal. Un signal envoyé au monde entier. Lewis Hamilton n'est pas juste un pilote, c'est une icône mondiale. Mes frères et sœurs, là c'est monsieur septuple champion du monde les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la légende qui parle de l'Afrique? C'est l'un des sportifs les plus influents de la planète. Quand quelqu'un de son niveau parle, les médias écoutent. Les élites et tous les gouvernements du monde entier. Et ce qu'il dit est profond. Il raconte une vérité que beaucoup de gens connaissent, que peu osent le dire à haute voix. Dans sa déclaration, il dit que l'Afrique est l'une des plus belles et plus riches régions du monde. Et pourtant, pendant des siècles, d'autres puissances ont profité de ses richesses, de sa terre et de ses peuples. Par la suite, il nous dit encore qu'il espère voir les dirigeants africains s'unir pour reprendre le contrôle de leur destin. Ce n'est pas un slogan, mes frères et sœurs, c'est un appel à la conscience historique. Parce que si l'Afrique est marquée par la colonisation, par des frontières imposées, par des systèmes économiques qui ont souvent favorisé les intérêts extérieurs plutôt que le développement local. Mais l'Afrique aujourd'hui n'est plus celle d'hier. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde. La jeunesse africaine représente une puissance incroyable, de la créativité, de l'énergie, de l'innovation et de l'ambition. Et c'est précisément là que le message devient puissant. Lewis Hamilton parle de notre génération. Une génération qui ne veut plus être spectatrice de son propre destin. Une génération qui veut construire, innover, entreprendre, éduquer et transformer. Le véritable combat, ce n'est pas un combat de haine. C'est un combat de conscience, de souveraineté intellectuelle, de développement économique et de coopération entre nations africaines. Une Afrique forte ne se construit pas contre quelqu'un. Elle se construit par elle-même, par l'éducation, par l'unité régionale, par les institutions solides, par des visions à long terme. Et quand une personnalité mondiale comme Lewis Hamilton rappelle au monde la beauté et le potentiel de l'Afrique, il contribue à changer le récit. Parce que trop longtemps, l'Afrique a été racontée par d'autres. Aujourd'hui, la nouvelle génération africaine écrit sa propre histoire. Une histoire d'innovation, une histoire d'entrepreneurs, une histoire d'ingénieurs, d'artistes, de scientifiques et de leaders. Le futur de l'Afrique ne dépend pas seulement de ses ressources naturelles. Il dépend surtout de sa ressource la plus précieuse, qui est sa jeunesse. Si cette jeunesse s'instruit, s'organise, coopère et croit en son potentiel, alors les futurs siècles seront pour les Africains. Lewis Hamilton est en train de montrer aux humains que le monde change et que l'Afrique a toute sa capacité de prendre pleinement sa place dans ce changement. Car le monde n'est plus au doute, mais à la construction. Panafricain, la vie à la mort ici, ça ne bougera jamais. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et j'ai regardé cette vidéo de Lewis Hamilton où il appelle les pays africains à reprendre le contrôle, à reprendre leur pays. Il appelle les pays africains à reprendre le contrôle de l'Afrique. Il appelle les dirigeants africains à reprendre le contrôle de l'Afrique. Il appelle les pays africains à reprendre le contrôle de l'Afrique aux mains des Français, des Espagnols, des Portugais et des Anglais. Peut-être que tu ne connais pas qui est Lewis Hamilton, c'est pour ça que tu te dis, mais pourquoi il nous montre? Non, Lewis Hamilton, c'est un champion de Formule 1 anglais. C'est le champion du monde de Formule 1 anglais. Il arrive que, finit par échapper au contrôle de la bête. Il arrive toujours qu'un parmi eux finisse par échapper au contrôle de la bête et sans son âme se libérer. Vous savez, pour qu'un champion de cet acabit qui appartient au système, parce que quand tu vois par exemple la course de Formule 1, ce n'est pas le monde ouvert comme toi et moi nous le connaissons, c'est le monde du capitalisme profond. C'est-à-dire que les gens comme les Lewis Hamilton, ce sont des gens dont on abuse, ce sont des gens dont on profite pour faire de eux des stars. C'est comme les Joel Embiid. C'est-à-dire que c'est des gens que quand ils arrivent dans le monde des capitalistes et des milliardaires, les propriétaires d'écuries, les propriétaires des équipes de basket, par exemple, quand tu vois un gars comme Joel Embiid, tu te dis que Joel Embiid c'est un milliardaire, que c'est un milliardaire de tous les milliards et tout. Mais sauf que il y a quelqu'un qui le paye. Sauf qu'il a beau être milliardaire comme tu veux, il y a quelqu'un qui le paye. Et la personne qui le paye tous les joueurs de son équipe. Donc il n'est pas le seul milliardaire d'abord. Donc nous on voit avec nos deux yeux comme ça, là, il entre ici, il vient voir le président de la République, il part voir le ministre des Sports, il arrive, il est reçu, machin truc. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus, les vrais patrons du monde. Les vrais patrons du monde, ils possèdent l'équipe de foot, ils possèdent l'écurie, ils possèdent l'équipe de basket. Et tous les jeunes que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la chair des grandes soirées. C'est-à-dire que les champions veulent faire partie de l'écurie. Le champion veut faire partie du top 5
des joueurs les mieux payés de la NBA. C'est un sacrifice. C'est une étape. C'est un endroit que tu traverses pour être assis devant avec eux, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Tu rentres dans un monde de perversité profonde, où les hommes donnent nos souris aux autres, où les hommes disent que c'est nous qui vous fabriquons et vous défabriquons. C'est-à-dire qu'il peut te dire que toi, là, tu touches les milliards, parce que c'est moi qui paye. Tu dois venir ici, là, tu viens me choper le coco. Tu viens me choper le coco. Donc, étant sous contrat avec ces grosses machines, ces grosses mercuriales capitalistes et tout, c'est extrêmement difficile pour un joueur, un de ces petits, donc un joueur, un pilote, un mannequin, un chanteur à succès, un machin truc, de dire quelque chose qui dérange l'empire. Parce qu'ils sont des marionnettes. Tous les gens que vous voyez là, la plupart d'entre eux, c'est les marionnettes d'un système qui est légèrement plus élevé. C'est-à-dire que quand tu les vois ici, là, ils sont les stars, mais dans les autres soirées au-dessus, eux, ils sont les arachides du deuil. Ils sont les arachides du deuil. C'est-à-dire quand tu peux voir Rihanna, par exemple, comme elle danse sur la scène comme ça, là, tu la vois, on dit que c'est une méga star. Mais elle paye un prix de ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où quand elle ouvre l'autre porte là, elle devient rapidement, elle descend directement, elle devient l'objet. Elle descend à quatre pattes. Quand tu vois un gars comme Burna Boy, on te dit que Burna Boy, tu le vois costaud, avec les dents en or, la chaîne en or et tout et tout. Mais dès qu'il arrivait devant Puff Daddy, il disait, oh, papa, machin truc. Il devient petit devant Puff Daddy. C'est ça, c'est le pouvoir. Il devient petit. Vous savez, l'histoire était sortie, que lui-même, Burna Boy, pour qu'il gagne le Grammy, il a fallu que Puff Daddy, la fuma. Oui, quand vous prenez une nana comme Nicki Minaj, vous la voyez comme elle est. C'est une fabrication systémique. Pour le plaisir des propriétaires des maisons de disques, les propriétaires, les vrais patrons, ceux qui vous font toucher des millions et des millions de dollars, eux, l'argent ne compte pas pour eux. L'argent ne compte pas pour eux. Ils aiment rabaisser les stars. Ils aiment déshumaniser. Ils aiment les rappeler que c'est nous les patrons, les grands chefs. C'est nous les parrains. Et nous, on vous fabrique. C'est-à-dire, quand tu vois, par exemple, un gars comme par exemple, prenons un peu Olas, le patron de Lyon, par exemple. Milliardaire et tout, patati, patata. C'est lui qui paye tout le monde, patati. C'est les gens qui sont dans les loges, au-dessus. C'est-à-dire que c'est les gars qui tapent les fesses de Ronaldinho, ok, passe ici, ma petite poulette. Et tout. Donc, ces bonhommes n'ont aucune liberté. Ils n'ont aucune liberté. C'est pour ça qu'ils sont comme des jouets. C'est pour ça qu'ils sont comme des jouets. Sans autonomie de pensée, sans charisme intérieur, sans force intérieure. Ils sont toujours un peu très lisses, très polissés. Chacun pèse bien les mots qui vont sortir de sa bouche. Parce qu'ils sont là ils sont la vitrine des milliardaires qui sont dans l'ombre. Ils sont les joueurs des milliardaires qui sont dans l'ombre. Le propriétaire de Manchester City, tous les joueurs qui sont là, ce sont ces joueurs. Le propriétaire de Real de Madrid, tous les joueurs qui sont là, ce sont ces joueurs. Il les amène pour les fêtes de ses amis, les fêtes de ses enfants. Il dit, ok, fais venir Hamilton et tout, ma fille veut la voir et tout, patati patata. Quand la patronne veut manger, elle te mange. Je te raconte ça pour que tu comprennes combien de chaînes un mec comme Lewis Hamilton peut briser pour dire une parole pareille. Je te raconte ça pour que tu vois le prix, la distance qui peut exister. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi ça fait la une des journaux? Pourquoi ça fait la une des journaux? On dirait que c'est quelqu'un qui s'est affranchi. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est affranchi. C'est pour ça que vous voyez les sportifs, les grands chanteurs et tout, ils n'aiment pas parler des affaires de politique. Ils n'aiment pas s'attaquer aux milliardaires, les hommes d'affaires. Regardez un peu quand on a, ici au Cameroun par exemple, regardez comment les chanteurs parlent, par exemple, des Abaka, Kalba, ou bien des deux. Oh, c'est un mécène, il donne de l'argent, vraiment, il a un bon cœur. Mais la personne que toi, tu vois comme une star, tu viens le voir en train de faire maintenant le kilave à d'autres personnes derrière. À d'autres personnes. Pourtant, quand tu les vois, tu vois que Fadil le sorcier, c'est une star. Mais
Dans l'autre, quand tu traverses la porte là, ils ramassent le savon, ils frottent le sol, c'est le Tchinda de l'autre. Donc ta star est le Tchinda dans l'autre monde. Et pour eux là, c'est même pas un monde qui est plus élevé. Quand tu vois les mecs comme les Van Nistelrooy, c'est des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour appartenir à un monde, ils deviennent des Tchindas de ce monde-là. Ils deviennent des Tchindas de ce monde-là. Tu arrives chez eux, par exemple, tu arrives chez un tété, comme ça là et tout, il fait la fête, tu vois que c'est les stars même qui sont là-bas, qui donnent aux gens les chaises. Tu arrives, tu trouves que non. Dans la fête du tété là, la star est assise dans son coin comme ça là, parce que dans cet univers-là, il est un objet, une décoration. Il est une décoration. Donc quand vous les voyez là, venir faire les beaux parmi vous et tout, c'est des folles furieuses. C'est des gens qui subissent beaucoup d'humiliation. Pour maintenir leur statut de star, là. Parce que c'est quelqu'un qui leur donne ça. Il vous dit que, quand vous voyez, on dit que quelqu'un est milliardaire. LeBron James, c'est un milliardaire. Non, c'est un milliardaire, mais c'est une folle furieuse. C'est un milliardaire, il y a un milliardaire qui fait de lui un milliardaire et il paye le prix pour arriver à ce niveau-là. Et il paye le prix pour arriver à ce niveau-là. À chaque fois, il augmente dans la chambre noire. À chaque fois, il augmente dans la chambre noire. À chaque fois, ça augmente dans la chambre noire. Donc, pour avoir une déclaration pareille, il faut qu'à un moment donné, tu vois, on dit en étonne que à on a un quoi. C'est pour ça que je mets ça ici à la clinique, pour le respect. Parce que je sais que pour qu'il dise ça avec sa bouche, il parle comme un affranchi. Peut-être que ça va même lui poser des problèmes. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, tu vas entendre que, bon, ok, c'est quelqu'un qui dérange déjà. Ben oui. Eh oui, parce que c'est eux qui fabriquent les stars. C'est eux qui fabriquent les stars. Quand vous voyez, par exemple, les mecs comme les ténors, oh, papa Babouké, maman chanteur, oh, patati. C'est que dans le monde, il est une star chez vous, mais il est un homme de ménage, un boy d'escorte dans l'autre environnement. Donc il ne peut pas dire, par exemple, une parole pour dire que le gouvernement de Yaoundé, c'est un gouvernement qui tue les jeunes. Il ne peut pas dire ça, ténor. Il ne peut pas dire ça, Van Nistelrooy. Il ne peut pas dire ça, Fadil le sorcier. Aucun d'entre eux n'arrive même pas à dire ça. Eux, ils veulent voir leurs enfants grandir. Parce qu'ils sont sous contrôle. Parce que tous les petits chanteurs, même à votre petit niveau là-bas au Cameroun, ils sont tous sous contrôle. Ils sont tous sous contrôle. Quand tu vois par exemple les mecs comme les Malox, les gars qui vendent la bière et tout, mais il attache le chignon devant le maire, Yokio Nana, dans un autre monde. Tu vois? C'est ça qu'il faut capter. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit une chose pareille, donnez-lui son respect. Respect, frérot. C'était papa. Essaye de monter les Burkinabés les uns contre les autres. Certains vont se réfugier dans la couche de Dramhan et depuis là-bas, essayent de manipuler les gens. Nous avons averti à plusieurs reprises ici. On vous a dit de faire une analyse simple pour comprendre que ces gens-là, ils ne sont pas en train de lutter contre le pouvoir du président Traoré. Ils ne sont pas en train de lutter contre la révolution. Ils sont en train de lutter contre notre peuple et son armée. Et ils sortent pour vous dire, non, en fait, nous on n'est pas contre l'armée, nous voilà. Je vais vous dire une chose simple, partagez au maximum. Continuez de partager s'il vous plaît. Je vais vous détailler des choses qui vont vous montrer que ces gens-là ont toujours travaillé contre notre armée. D'abord, à l'arrivée du président Ibrahim Traoré, quand le recrutement massif des VDP avait été lancé, c'est même farfelu. C'était insurgé contre le fait qu'on arme les Burkinabés pour qu'ils défendent leur village. Mais qui va défendre nos villages à notre place? Quand il y a eu la guerre civile ici aux États-Unis, qui a combattu? C'était des Américains. Il n'y a pas de civils ou de militaires. Quand la France était en pleine Deuxième Guerre mondiale, pourquoi elle a mobilisé tout son peuple? Quand l'Angleterre était sous les bombes allemandes, pourquoi les Anglais ont mobilisé leur peuple? Pourquoi? Pour défendre la terre. Donc quand c'est notre tour, les gens estiment que non, nous ne devrons pas le faire. Mais ça fait rire. Ça, c'est juste une parenthèse. Au-delà de ça, ce sont les mêmes qui, quand le président a lancé l'initiative de la contribution à l'effort de paix,
qui se sont levés à gauche et à droite pour vous dire non, il ne faut pas contribuer, machin, machin, machin. Aujourd'hui, nous avons des équipements de tout genre qu'on ne pouvait pas se permettre, dont on ne pouvait même pas rêver. Est-ce que nous, Burkinabés, depuis le début de la guerre, si nous on savait qu'il y avait des outils performants comme les drones que notre pays pouvait acquérir là, et que c'était seulement les ressources qui manquaient, est-ce que notre peuple allait hésiter? Mais c'était même la vision qui manquait. De même que la stratégie. Combien de vies auraient pu être sauvées si la vision était là? Si cette dynamique avait été enclenchée dès le départ, on n'allait même pas en arriver là. C'est quand les gens ont fini de pourrir le pays, quand les gens ont fini de détruire tout ce qu'ils pouvaient détruire, que des jeunes ont pris leurs responsabilités pour dire non, on ne peut pas continuer dans ça. Il faut que nous freinons ça, il faut que ce peuple-là puisse avoir droit au bonheur. Le combat, c'est le nôtre. Et je vous ai dit encore, pour d'autres raisons, ces gens-là, ils ne sont pas contre eBay, ils ne sont pas contre la révolution, ils sont contre le peuple du Burkina Faso et son armée. Quand, par exemple, des FDS partent au combat et qu'ils reviennent victorieux ou vivants, ce sont les mêmes personnes qui ressortent pour vous dire que non, en fait, il n'y a jamais eu de victoire, en fait, ce sont des civils qui sont allés tuer. Les gens qui sont capables de tuer des civils, est-ce qu'ils vont risquer leur vie, laisser leur famille derrière eux, pour prendre de la nourriture pour aller donner à d'autres civils, dans d'autres coins de notre pays, avec tous les risques que ça comporte? Ça, c'est un manque de respect à notre armée. C'est un manque de respect au sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour protéger les populations civiles de notre pays. Et quand malheureusement nos hommes tombent, ce sont les mêmes farfelus qui reviennent vous dire, vous voyez, les gens sont en train de tomber, les gens sont en train de quoi. Mais c'est vous-même vous dites aux gens de ne pas combattre. C'est vous-même vous dites dans vos communications aux gens de fuir. Mais si quelqu'un, on t'envoie sur une ligne de front, quelqu'un te conseille de fuir, c'est que cette personne-là, c'est ton premier ennemi. Tu penses que l'ennemi va avoir pitié de toi? L'ennemi ne va jamais avoir pitié de toi. Heureusement que notre armée regorge de braves hommes courageux, ainsi que les rangs de nos VDP. Ça regorge aussi d'hommes courageux, valeureux, qui savent ce que c'est que la patrie, qui savent pourquoi ils sont en train de se battre. Donc ce sont ces petits lâches-là qui essaient de surfer sur des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, en utilisant des rhétoriques dont eux-mêmes ignorent la signification, pour essayer de décourager notre peuple. Mais en temps de guerre, là, je l'ai répété à maintes reprises, il n'y a pas de neutralité, il n'y a que des camps. Soit tu es pour la patrie, soit tu es contre la patrie. Et d'autres éléments qui viennent corroborer tout. Ces gens sont allés jusqu'à comploter. Vous avez écouté l'affaire Kinda, le témoignage. Partagez au maximum pour le rappel à notre peuple, c'est très important. Dans l'affaire Kinda, ces mêmes individus-là s'étaient levés pour collaborer avec des terroristes afin d'attaquer nos institutions. Parce que pour eux, ce n'est pas normal qu'un capitaine soit à la tête de notre pays. Ces mêmes personnes, au tout début, dans les premières heures de l'arrivée du président Ibrahim Traoré, ont essayé d'utiliser des arguments ethniques. Après, c'était des arguments religieux. Après ces arguments religieux, qu'est-ce qu'ils ont essayé d'utiliser? Ils ont essayé d'avancer comme argument son grade. Pourquoi? Parce que c'est la dynamique qui ne les plaît pas. D'autres parmi eux sont beaucoup plus cons et disent clairement que non, la place des militaires, au fond, c'est les civils qui doivent être devant. Le peuple